Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, je voudrais remercier le tandem Georges Michel de m'avoir invité à ce séminaire, ce colloque, cette discussion, et en plus d'inclure ce flashback de notre séminaire de 1999 et qui me donne ainsi la possibilité de faire ce petit discours. Je dois avouer que malgré mes efforts de retrouver les dossiers d'antan, je n'ai pas pu les retrouver au ministère des Affaires étrangères. Donc, voilà je parle le vôtre, le tien. C'est un peu tard, je dois avouer. Donc, mes lacunes seront comblées par Michel. Voilà. Depuis lors, depuis 1999, les rapports entre la France et la Grèce ont pris une ampleur importante. Nous avons entendu ce matin l'ambassadrice de France mentionner tous ces pas en avant qui ont eu lieu récemment entre les deux pays. Mais je dois avouer que ce qui a été fait aujourd'hui, c'est-à-dire cette étape de contact intellectuel entre les deux pays, c'est quelque chose de beaucoup plus rare et qui a une importance capitale, si je ne me trompe pas. Les relations politiques est une chose, les relations intellectuelles est une autre chose qui donne une autre ampleur au rapport entre les deux peuples, si vous voulez, pas seulement les pays, et ça c'est une importance capitale. Après cette petite introduction, j'entre dans mon sujet. Chers amis, mesdames et messieurs, cela fait 25 ans, presque jour pour jour, c'était du 5 au 6 octobre de 1999, que se tenait ce premier colloque, pas loin d'ici, à Thessalonique. Il avait alors comme sujet les aléas du monde du sud-est européen, comme mon ami Michel proposait alors d'appeler cette région, en abandonnant le nom péjoratif de Balkan, qui d'après lui était une dénomination historiquement pleine de tensions, de guerres et en général de connotations tragiques. Mais également dans le but psychologique de la considérer, cette région, c'est-à-dire, et de la faire se considérer elle-même partie inhérente de l'Europe. Le but principal de ce premier séminaire était de promouvoir dans cette région de confrontation la démocratisation des États, la sécurité, la stabilité des frontières, l'intégration des populations, le tout dans un climat de tolérance, de compréhension mutuelle. En plus de promouvoir et de préparer l'intégration des pays des Balkans occidentaux au sein de l'Union européenne. Il s'agissait d'une autre formule de coopération, dans le sens que, alors, c'était les deux ministères qui ont préparé cette réunion, alors qu'aujourd'hui, c'est une formule tout à fait différente. Ce ne sont pas les ministères, n'est-ce pas? Oui. Et alors, c'était les ambassadeurs de France et de Grèce accrédités auprès des États de la région qui étaient présents. Permettez-moi simplement rappeler à l'auditoire qu'en 1999, la Yougoslavie titiste était déjà disloquée en 5 États. Le Kosovo n'était pas encore indépendant. Il le devint en 2008, qui convoitaient l'un l'autre. Les guerres entre les républiques yougoslaves terminées alors avaient fait rage. La Serbie, en confédération avec le Monténégro, voulait annexer les parties à majorité serbe, les Krajinas en Croatie, et de la Bosnie-Herzégovine, qui elle-même se trouvait en ébullition entre les ethnies constituantes. Les différends de l'Arim, autrement Fyrom, autrement actuellement Macédoine du Nord, avec ses voisins, persistaient, malgré l'accord intermédiaire de 1995 avec la Grèce, alors que ces problèmes internes s'aggravaient.
L'intervention de l'OTAN contre la Serbie en faveur du Kosovo venait de prendre fin, alors que l'avenir de cette région sécessionniste restait toujours en suspens. L'Albanie, enfin, s'efforçait d'effacer les restes de son régime passé communiste et se reformer en État démocratique. Seule la Slovénie, si je ne me trompe pas, à ce moment, était à l'abri. Personnellement, en tant que secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, je me suis consacré à ce projet bilatéral qui me tenait à cœur, vu mes contacts et mes sentiments pour la France et mes attaches à la France, que les intérêts de la France et de la Grèce coïncidaient. J'étais convaincu qu'il fallait créer au sein de l'Union un tandem qui pourrait faire avancer de façon opérationnelle la pacification réelle et réaliste de notre région limitrophe, qui avait tellement souffert pendant des années précédentes et constituait toujours potentiellement une source d'instabilité et de danger. D'autant plus que notre voisinage devenait la cible d'intérêts d'autrui. Ce premier colloque, je crois, fut un succès, comme il appert pas seulement des déclarations des deux ministres des Affaires étrangères, M. Vetrin et M. Papandreou, qui ont conclu les travaux, mais aussi des suites qui lui ont été données par l'action entreprise par les délégations des deux pays aux différentes instances internationales pour faire appliquer nos conclusions. Malheureusement, quelques mois plus tard, j'ai dû quitter mon poste ayant été appelé à d'autres fonctions et je n'ai pas eu la possibilité de suivre de près les suites données aux conclusions de notre colloque. Si on voulait, mesdames et messieurs, faire 25 ans plus tard une évaluation de nos efforts conjoints, je dois reconnaître que les résultats furent positifs en regardant certainement rétrospectivement, dans le sens que notre effort constituait un exercice de longue haleine. Petit à petit, on a pu parvenir à la restauration de la paix dans la région. Depuis, de grands pays de la région ont déjà joint la famille européenne, la Slovénie en 2004 et la Croatie en 2013. Les autres États sont déjà candidats à l'Union, ainsi que l'Albanie, ce qui représente une évolution importante. Les frontières dans l'ensemble de la région sont stables, les efforts de démocratisation et du respect du droit sous l'impulsion de l'Union se poursuivent de façon positive, ce qui donne une dynamique aux perspectives de l'Union et de la région en général. Ceci dit, tous ces États, entre-temps, ont joint d'autres organisations internationales, ça va sans dire. En revanche, certaines vicissitudes persistent. En Bosnie-Herzégovine, les dangers inhérents subsistent toujours. La Macédoine du Nord, sous sa gestion politique actuelle, entretient une relation tendue avec tous ses voisins. Le Kosovo n'a pas encore trouvé son équilibre intérieur entre ces deux nationalités. Et de plus, il n'est pas encore reconnu diplomatiquement par un certain nombre de pays. Et le Kosovo ne fait pas encore candidat à l'Union. Il reste la Serbie qui, elle, fait face à d'autres problèmes internes. Donc, il y a du travail encore à faire. Et ces revers, il faut le reconnaître, ralentissent la procédure d'élargissement de l'Union dans cette région du sud-est européen. Dans ce contexte, si pour la France ces retards pourraient être indésirables, si j'ose dire, si j'ose utiliser ce mot, pour la Grèce, la situation revêt une importance capitale. Permettez-moi d'ailleurs, à ce point, une observation accessoire pour ce qu'elle vaut, mais dans l'esprit de ce qui a été, si vous voulez, discuté un peu avant. La fracture de l'ex-Yougoslavie a eu comme conséquence d'avoir trois ensembles d'États, en fonction des confessions. Les deux pays du Nord sont membres de l'Union, sont catholiques. Plus au sud, la Serbie, le Monténégro et dans sa majorité la Macédoine du Nord sont orthodoxes. Les musulmans sont en forte majorité au Kosovo et en Albanie et en Macédoine du Nord en minorité. Et enfin, la Bosnie-Herzégovine, au milieu, réunit les trois confessions ou les trois nationalités, si vous voulez. Donc là, il y a un microcosme un peu bizarre, particulier, dont on doit prendre en considération. Mesdames et messieurs,
La guerre en Ukraine, mais également la situation proche et Moyen-Orient, région plus lointaine, mais qui cependant implique la Méditerranée orientale avoisinante à l'Europe du Sud-Est, répercutent les conséquences de l'évolution pacifique, leurs conséquences sur l'évolution pacifique et le développement du Sud-Est européen. Donc il est important que nos deux pays continuent à se coordonner sur les nouveaux terrains de coopération, tels que les sujets d'actualité traités dans cette étape du dialogue bilatéral, dans l'esprit du raisonnement qui a incité l'organisation de nos premiers échanges de vues en 1999. Et mon impression est que la conception et les principes qui constituent la base de la politique étrangère de nos deux gouvernements n'est pas divergente. C'est d'ailleurs ce qui ressort, si je ne me trompe pas, des discussions qui ont eu lieu lundi dernier entre le ministre des Affaires étrangères de France, M. Séjourné, et son homologue grec, M. Hierapetridis. Mesdames et Messieurs, si notre première étape de coordination, il y a 25 ans depuis, se réservait sur un espace précis, le Sud-Est européen, je me félicite que le débat actuel se porte sur des sujets d'importance mondiale, capitale, et qui englobent, entre autres, les thèmes d'actualité géostratégique. Voilà donc les nouvelles impulsions de coopération franco-hellénique qui devaient donner une occasion à des initiatives encore plus étendues et approfondies. Je vous remercie. Je vais ajouter une note de bas de page à ce séminaire qui est en effet un peu la matrice de ce que nous faisons ici. Enfin, les situations sont différentes, le format n'est pas le même, mais l'idée c'était à la fois un dialogue bilatéral franco-hellénique, mais en même temps associer à la fois les ambassadeurs de la région, vos ministères des deux côtés, et du côté grec il y avait aussi le ministère de la Défense, et des experts. Et on avait besoin d'experts parce que les experts souvent en savaient plus que certains diplomates, pas tous. Et donc les deux ministres se rencontrent à Paris le 17 mai, et il y a déjà l'idée, si vous voulez, je cite, une concertation bilatérale approfondie pour penser en termes réalistes et constructifs l'avenir de cette région. Et on était dans une logique un peu de transformation, passer des Balkans occidentaux à l'Europe du Sud-Est. Moi, j'avais appelé ça, dans une note à mon ministre, européaniser les Balkans, c'est-à-dire la transition démocratique, le développement économique et les différentes formes d'intégration. On a mis au point cela tous les deux le 2 juillet à Paris, lorsque vous venez rendre compte, dialoguer avec le secrétaire général français. Et on se voit en plus. Et je découvre que vous êtes non seulement diplomate, mais aussi docteur en histoire. Moi, je suis géographe, donc ça tombe bien, on est fait pour s'entendre. Et votre ministre écrit au mien en lui proposant une date, le 6 octobre. Il lui propose une date, avec l'idée que ce séminaire n'avait de sens que si les deux ministres venaient à la fin de nos 2 jours de réflexion et de proposition pour nous écouter, et ensuite communiquer dans une conférence de presse. 41 participants, 16 du côté grec et 8 experts, 13 du côté français, dont tous les ambassadeurs, et 5 experts, dont Georges Prévelakis. Nous avons présenté nos conclusions au ministre. Alors pourquoi ce dialogue bilatéral un peu particulier? D'abord le contexte. Je rappelle, en étant aussi précis que Joseph Maïla tout à l'heure, que la guerre au Kosovo, l'attaque des Serbes contre les Kosovars, a commencé le 6 mars 1998, et que l'intervention de l'OTAN, qui est la conséquence presque logique, en tout cas du point de vue français, de l'échec des 2 conférences de Rambouillet refusées par la partie serbe, les actions militaires de l'OTAN s'étalent du 23 mars au 10 juin 1999. Et nous obtenons le lendemain, le 11 juin, le départ des troupes
à l'époque de la République fédérale de Yougoslavie, du Kosovo. Donc, mission accomplie, rapidement. C'est ça le contexte. Et deuxième contexte, c'est le début de manifestation à Belgrade le 19 août. J'étais un des rares au Quai d'Orsay à penser que le régime de Milosevic était plus fragile que ce qu'on disait et que s'il y avait des élections, il les perdrait. Et ceci a été conforté par votre ambassadeur à Belgrade, qui était un observateur tout à fait formidable et qui nous a dit « Milosevic veut vous renforcer son pouvoir, il faut donc qu'on aide à la formation d'une plateforme d'opposition, car les opposants étaient extrêmement divisés. » On a eu un peu ce problème en Ukraine. Hein. Zelensky ne fait pas une unanimité. Là, on n'est pas du tout dans la même situation. Et on a œuvré ensemble, en sous-main, pour faciliter l'unification, la création d'une plateforme des opposants. Alors, les conclusions que nous livrons au ministre. 1. En 99. Alors, j'ajoute un dernier point, c'est que nous avions créé un groupe de contact avec les Britanniques, France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, États-Unis. On se parlait tous les soirs, en tenant compte du décalage horaire pour Madame Albright. Puis après, une fois par semaine. La Grèce n'en faisait pas partie. Et donc, moi, il m'a semblé que la Grèce, en 1999, était le seul État des Balkans occidentaux à avoir réussi sa transition démocratique. Mais que ça prenait du temps. Et je dis au ministre, en employant un terme grec, c'est une maïotique. Et donc on voulait en quelque sorte diffuser cette maïotique. On encourage les Serbes, l'opposition, on essaye de canaliser la question albanaise, notamment pour éviter que ce qui se passe au Kosovo ne se répète pas dans ce qu'on appelait à l'époque l'Arim, Fyrom, Macédoine du Nord. Et on observe à Salonique, c'est l'une des raisons de la proposition de votre ministre, ton ministre, le début de la reconstitution d'un hinterland économique sur l'axe Morava-Vardar. Et on propose, et c'est ton idée, l'idée de créer un conseil franco-hellénique d'entrepreneurs. Alors après, au ministre, d'abord, c'est toi qui fais le compte-rendu sur ce point-là. Le séminaire Comblain-Vide, il n'y avait pas de dialogue, en langue française. Nos collègues grecs ont été heureusement surpris de la familiarité des participants français avec les réalités balkaniques. On constate que l'Union européenne à 15 est divisée, n'a pas de ligne claire, notamment du côté autrichien ou allemand. La ligne politique de l'Union européenne n'est pas claire. On rappelle, à l'époque, il y avait des dispositifs, un pacte de stabilité, des accords d'association, tout ça, c'était très, très compliqué. On est très inquiet des positions américaines, car on sait très bien qu'en fait, les Américains arment l'UCK, qui est le mouvement armé kosovar albanais au Kosovo. Nous, ce n'était pas notre ligne, et on n'avait aucun contact avec eux à l'époque. On s'interdisait de travailler avec eux. Mais on demande une levée partielle des sanctions sur la Serbie parce qu'on considère qu'elles ne sont pas efficaces. Donc, si vous voulez, on a été capable, au bout de 2 jours, de faire des propositions extrêmement concrètes. Et du côté de Védrine, dans la conférence de presse, là, que vous voyez là, hein, il dit c'est une rencontre utile, féconde et concrète. Hein. Et après, les 2 ministres discutent. Ensuite, on va dîner au bord de la mer. Il y a l'idée, si vous voulez, de donner plus de sens politique et de cohérence à l'action de l'Union européenne, qui était une action un peu humanitaire de quelque sorte, hein, surtout pour la Bosnie. Il n'y avait pas de ligne politique claire, il n'y avait pas d'accord politique, notamment sur le processus de désintégration de la Yougoslavie. Est-ce qu'il fallait l'enrayer ou est-ce qu'il fallait céder aux pressions américaines de reconnaissance de l'indépendance du Kosovo, car le Pentagone avait le projet d'installer une base militaire à côté de Pristina, ce que nous ignorions et ce qui était inacceptable, évidemment, pour les Serbes. Et à l'époque, c'est Solana qui était en charge de la politique étrangère, mais il était quand même sous l'influence des Britanniques et des Américains. Et le ministre, Papandréou, propose une 2e session de ce dialogue
pour étendre la réflexion commune sur d'autres sujets, la Turquie, la mer Noire, le Moyen-Orient, la Méditerranée. Je cite dans le texte ce que Papandréou dit à Védrine. Et le dernier élément que je voudrais signaler, c'est qu'il y avait un plan grec à cette époque de reconstruction des Balkans qui date du 7 septembre 1999, 100 milliards de drachmes. Alors j'ai fait les calculs, 2 milliards de francs, 300 millions d'euros, avec des projets d'infrastructure, énergie en particulier. Voilà la carte sur laquelle nous avons travaillé il y a 25 ans. Alexandropolis, en rouge, la Via Egnatia. Je ne sais pas si Angelos est là, mais il faudra que je lui donne une copie. Vous voyez à quel point on peut penser juste, on sait ce qu'il faut faire, et puis on ne met pas en œuvre. Et ça, c'est un peu, à mon âge aujourd'hui, presque une obsession intellectuelle. C'est à la fois pourquoi on voit juste sur ce qu'il faut faire, et pourquoi on n'arrive pas à le faire. Ben, sans doute parce que les circonstances ne s'y prêtent pas, on dépend beaucoup du contexte. Hein, mais vous voyez, on avait beaucoup travaillé là-dessus. On n'était pas seulement sur les questions ethno-religieuses, si vous voulez, au Kosovo. Alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Je ne sais pas. Le projet repart via Ignatia. Il y a maintenant à la Commission européenne, pour la première fois, un commissaire à la Méditerranée. C'est la première fois. Donc, vous voyez, il y a l'Ukraine, mais il n'y a plus cette priorité à Bruxelles pour Europe de l'Est. C'était l'obsession française, ça. Les Allemands, c'est l'Est, nous, c'est le Sud. Tout va aller à l'Est. Donc, on est sorti de ce dilemme-là. Et puis, moi, je conclus en reprenant, comme tu l'as fait, les paroles de Laurence Sauer. Hein. Il y a un partenariat stratégique qui est très solide, hein, industriel, etc. Il y a des projets de dialogue, ça sert là de l'ambassade. Mais Laurence Sauer nous a dit ce matin, votre dialogue, vos dialogues sont sans équivalent. Eh bien, essayons de les prolonger dans l'avenir. Merci de votre attention.